m'appelait à haute voix. Mais ça a commencé, le premier signe que le Seigneur m'appelait, pour moi ça a commencé quand j'étais encore à l'école secondaire, c'est-à-dire à partir de la deuxième année secondaire, troisième année, j'avais cette intuition à partir de prêtres capucins qui travaillaient dans ma paroisse d'origine. Je le voyais, j'étais impressionné par leur sens d'humanité. Comment ces braves blancs, parce que c'était tous les Belges à l'époque, hein, Oui. et qui ont quitté leur pays et qui viennent vivre dans notre condition difficile. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était par amour pour le peuple. Je dois dire, j'ai été impressionné par leur témoignage. Et inconsciemment, et de façon un peu pas très claire, je me disais, mais je souhaiterais devenir comme ces gens. Je ne savais même pas que c'était des capucins. C'est plus tard, en les approchant, qu'ils vont m'expliquer qu'ils sont de religieux, membres d'une congrégation religieuse qui s'appelle l'Ordre des Frères Mineurs Capucins. Et tout ce qu'ils font, c'est inspiré par leur charisme propre, c'est-à-dire les témoignages de la vie de Saint François d'Assise. Et continuant mes études, en m'engageant à la paroisse, parce que j'ai été un grand dirigeant de la chorale, hein, et le responsable du mouvement de la jeunesse de ma paroisse, Sacré-Cœur de Ouamanda, c'est au nord de la République démocratique du Congo. Donc c'est petit à petit que les choses se sont clarifiées pour moi, de telle sorte que à partir de la 4e, 5e année secondaire, pour moi, il devenait clair que c'est cette voie-là que je devais suivre. Surtout la passion pour mes frères et sœurs. Devenir comme ces missionnaires qui avaient dédié leur vie pour leurs frères et sœurs. Mais en approfondissant la spiritualité de cet engagement, je comprendrai que derrière cette passion pour leurs frères et sœurs, les missionnaires imitaient plutôt le Christ. Et voilà, ça devient clair pour moi. Ma vocation ne consistait plus seulement à devenir comme les missionnaires de ma paroisse, mais ça consistait à l'imitation du Christ qui a donné sa vie pour ses frères et sœurs. Merci Éminence. Revenons maintenant à la vie de l'Église en Afrique. Quel regard portez-vous sur l'Église en Afrique? Le premier regard, c'est un regard de sérénité, un regard de confiance par rapport à l'avenir de l'Église en Afrique. Nous sommes ici au Portugal avec vous, c'est ça l'Occident. Et c'est cet Occident qui nous a amené l'Évangile. Mais quand je regarde la réalité aujourd'hui, je me dis, ma foi, il appartient désormais à nous, peuple africain, de retourner l'Évangile à ceux qui l'ont apporté chez nous et après, ils tendent à le perdre. Quand vous voyez la situation de l'Église en France, en Belgique, en Hollande, actuellement en Allemagne, etc., c'est préoccupant. Mais contrairement à cette situation, chez nous en Afrique, l'Église est florissante. L'Église a de l'avenir. L'Église a de vocation, a de dynamisme. Et c'est ce dynamisme qui me donne énormément de la confiance pour l'avenir de notre Église. Non seulement une Église qui se préoccupe seulement de problèmes spirituels, mais une Église qui se met à l'avant-garde de la promotion de la dignité de l'homme, de la femme en Afrique. Une Église qui prend parti, une Église qui s'engage dans des questions socio-économico-politiques pour que l'homme africain puisse s'élever, qu'il puisse acquérir sa dignité d'enfant de Dieu. Mais revenons à la jeunesse qui est bien représentée cette année ici à Lisbonne. Mais la grande question qui est posée, est-ce qu'après les JMJ, ils vont retourner chez eux? La première chose,
c'est que l'Afrique, à travers sa jeunesse, n'est pas assez représentée. Moi, en tant que pasteur de l'Église, et venant particulièrement du Congo, je suis plutôt triste qu'il n'y ait pas assez de jeunes Africains qui participent à cette JMJ. Pour la simple raison que dans beaucoup de pays, en commençant par la République démocratique du Congo, mon archidiocèse de Kinshasa, beaucoup de visas ont été refusés aux jeunes sous prétexte que les jeunes partent pour ne pas revenir. Je donne l'exemple seulement de Kinshasa. Quand on a commencé les inscriptions, il y avait plus de 5000 jeunes qui voulaient venir. Nous avons fait des sélections, la présélection, on a diminué le nombre jusqu'à arrêter 2000. Mais sur les 2000, je parle de l'archidiocèse de Kinshasa seulement, sur 2000, nous n'avons obtenu qu'une vingtaine de visas. Et les visas qui ont été donnés, ce n'était même pas pour les jeunes. C'est généralement à des gens qui sont au-delà des 30 ans. Donc, les premiers concernés ont été exclus de l'obtention des visas. Et cette situation m'attriste énormément parce que ça nous fait nous poser des questions. Mais finalement, est-ce que cette rencontre mondiale avec le Saint-Père qui est lancée aux jeunes ne concerne pas aussi les jeunes d'Afrique? Est-ce que le pape n'est pas aussi le pape pour les Africains? Donc c'est une situation de tristesse. Mais en même temps, je comprends aussi la réticence des chancelleries à donner des visas à nos jeunes. Parce que je le sentais même chez certains jeunes de chez moi à Kinshasa qui disaient, moi, maintenant j'ai l'occasion de partir, je ne reviens plus. Parce que ce qu'on nous demande, le service mafieux qui leur offre, qui leur présente l'Occident comme le paradis, mais généralement on leur demande 5000 $ pour faire des démarches et arriver ici. Or ici, dans le cadre des JMJ, c'était 2500. Alors beaucoup avaient pensé que leur moment est venu pour aller en Occident pour ne pas revenir. Donc il y a ces deux réalités. La tristesse parce que nos jeunes n'ont pas reçu de visa. Mais d'autre part, je suis aussi conscient qu'il y avait ce risque pour beaucoup de partir pour ne pas revenir. Pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré un grand responsable africain qui a accompagné un petit groupe là de jeunes. Il me disait, nous avons déjà perdu 2. 2 ont déjà disparu. C'est dire que l'inquiétude des chancelleries est aussi vraie. Mais au-delà de cette question, je crois que c'est le grand défi de l'immigration. Tout le problème de l'immigration, c'est que l'Afrique est aujourd'hui considérée par des jeunes comme un continent sans avenir. Beaucoup croient que pour vivre mieux, il faut partir de ce continent et aller vers ce qu'eux, ils s'imaginent comme le paradis terrestre. Or, nous sommes avec vous ici en Occident. Je ne sais pas si c'est ça le paradis terrestre. Et avant d'arriver ici, nous savons tous les risques que nos jeunes encourent. Les dangers du désert et les dangers de la mer Méditerranée. Mais malgré ça, beaucoup continuent à prendre le risque pour venir ici, ce qui nous renvoie à notre propre responsabilité en tant que responsable au niveau africain.